par exemple, certains membres de la France Insoumise ne parlent pas forcément à CNews et en déjeuner sont très sympas. Il y a plein de programmes, moi, que j'aime pas, ou plein de chaînes que je regarde jamais. Et soit je les regarde pas, et en tout cas, je demande pas leur fermeture. Bonjour la CNewserie, ravie de répondre à vos questions. La première, vous avez travaillé à LCI, maintenant CNews. À quel moment vous vous êtes dit c'est le journalisme politique que je veux faire? J'ai toujours voulu être journaliste politique. Alors moi, j'ai pas fait d'école de journalisme parce que j'ai commencé les stages extrêmement tôt, mais je savais pas forcément vers quelle spécialité. Donc petit à petit, je suis venue à la politique de par mes expériences et j'ai commencé en regardant notamment beaucoup Michel Drucker, Marie Drucker à la télé. Et comme je ne savais pas comment entrer dans l'univers de la télé qui me semblait quand même extrêmement complexe, j'ai écrit une lettre un jour à Marie Drucker, j'avais 17 ans. Je lui ai dit que j'adorais ce qu'elle faisait et que je montais à Paris pour les Journées du Patrimoine. Lors des Journées du Patrimoine, j'ai rencontré en vrai Marie, qui m'a envoyé un mail à l'issue en me disant qu'elle m'avait trouvée extrêmement motivée et que donc elle me proposait un stage à Soir 3, à l'époque, à France 3 donc. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Ensuite, je suis passée à Europe 1 comme programmatrice d'émissions, les gens qui calent les invités pour les émissions. Et de fil en aiguille, après je suis passée en chaîne info, d'abord à LCI, à LCP, la chaîne de l'Assemblée, ensuite à BFM, et maintenant ça fait 4 ans et demi, bientôt 5 ans que je suis à CNews. D'où vous vient votre passion pour la famille royale? Alors effectivement, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je suis un peu insupportable avec les familles royales d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que la reine d'Angleterre que j'aime bien. Je me rappelle de toute petite, parce que je suis quand même un peu vieille maintenant, donc d'avoir suivi Diana, d'être fascinée qu'il y ait une princesse qui existe dans la vraie vie. Je me rappelle du traumatisme, vraiment, j'avais 7 ans quand elle est morte, c'était le week-end de mon anniversaire et ça a gâché totalement mon anniversaire. Et effectivement, je suis vraiment passionnée, et pas que par le côté bling-bling, château, paillettes, bien que, mais parce que les familles royales ont un vrai enjeu, notamment dans la diplomatie. Et à la fac, quand j'étais en master de communication politique, j'arrivais à faire des exposés sur Diana pour parler des relations diplomatiques. Ça exaspérait un petit peu mes professeurs qui pensaient que j'avais pas compris la consigne. Mais effectivement, j'ai plein de livres. À chaque fois que je vais à Londres, je fais toujours les mêmes visites éternellement parce que je ne veux voir que des choses qui ont trait à la famille royale, mais j'aime bien aussi les Belges, les Espagnols. On se rappelle que la reine d'Espagne est une ancienne journaliste qui a épousé un prince, donc voilà. Avis éventuellement aux amateurs qui regarderaient cette vidéo. Question suivante, quel a été votre meilleur et votre pire moment à l'antenne? Alors le meilleur moment, on va revenir un peu sur les familles royales, ça a été quand j'ai pu suivre le couronnement du roi Charles. Pour le coup, c'est pas de la politique, c'est un petit cadeau que m'avait fait CNews de pouvoir suivre quelque chose qui n'est pas vraiment dans mon champ. J'avais suivi aussi le déplacement du roi Charles à Paris. Mon collègue qui était avec moi avait un tout petit peu honte parce que pour le coup, dans la foule, je crois que j'étais la plus émue à pleurer quand passaient les carrosses. Mais je pense que c'était vraiment le meilleur moment. L'impression déjà de participer à un moment qui fera l'histoire, un moment qui me fascine. Et le pire moment, ou plutôt les pires moments, c'est quand par exemple en présentation, juste avant, vous avez une spéciale. Alors quand c'est des spéciales sur des faits politiques, pour moi c'est facile, mais je me rappelle d'une spéciale sur des câbles SNCF qui avaient été coupés, où on devait en parler pendant 3 heures. Je suis pas vraiment une spécialiste de savoir comment fonctionnent les trains et comment roulent nos trains. Et quand vous avez vraiment l'impression de sauter en parachute, en vous disant j'espère que le parachute va s'ouvrir parce que je n'y connaissais rien, les invités qui étaient prévus de base ne sont pas non plus des spécialistes. Et dans ces cas-là, heureusement qu'on a des équipes formidables sur le terrain, en régie, des gens qui nous aident à gérer l'émission, à avoir des invités. Est-ce que les politiques sont très différents en off par rapport à ce qu'ils montrent en public? C'est une question intéressante et je dirais que ça dépend des politiques. Il y en a qui sont vraiment les mêmes dans la vie et devant les caméras. D'autres pour qui vous voyez pas forcément la même personne. Certains qui sont très sympas à la télé, qui le sont beaucoup moins dans la vie. L'inverse est souvent vrai aussi, des personnes qui ont l'air un peu rigides, un peu strictes à l'antenne, qui en fait dans la vraie vie sont vraiment extrêmement simples. Et puis il y a aussi ceux qui, devant les caméras, vous disent qu'ils n'ont pas envie de vous répondre, qu'ils ne parlent pas à CNews et qui, lorsque vous faites des offs avec eux, sont en fait très sympas et ne vous parlent pas du tout de votre métier ou de votre chaîne. Je sais que par exemple, certains membres de la France Insoumise ne parlent pas forcément à CNews et en déjeuner sont très sympas. Quel est le politique que vous avez trouvé le plus impressionnant en interview? Il y a eu Jean-Luc Mélenchon que j'avais fait sur le terrain parce que c'est quelqu'un qui peut être très rude. Et donc quand vous y allez un petit peu, peut-être pas reculons, mais en tout cas pas super sûr de vous.
Après, il y a aussi le respect de la fonction, c'est-à-dire que je pense que de manière naturelle, chaque fois que vous posez une question au président de la République, au Premier ministre, il y a forcément une appréhension qui est plus grande, parce que moi, par exemple, je vais très souvent à l'Assemblée, je suis très souvent des déplacements ministériels, donc il y a un moment donné où même si vous respectez leur fonction, vous les voyez souvent, et donc il y a pas une proximité, mais en tout cas, il y a moins de stress. Faire l'interview d'un président, même si c'est qu'une question, c'est toujours un peu stressant. Et puis il y a les équipes autour, il faut trouver le bon moment pour poser la question, il y a les agents de sécu, il y a tout ça. Donc tout un décorum aussi autour qui fait que vous vous rendez compte que le moment est peut-être plus important. Si vous aviez une machine à remonter le temps, qui est-ce que vous choisiriez d'interviewer ? Alors c'est dur parce que si je reste dans mon rôle de journaliste politique, évidemment que tous les anciens présidents, ça resterait, ça devait être absolument incroyable, même si les interviews du général de Gaulle n'étaient quand même pas celles qu'on fait aujourd'hui avec le président de la République, mais évidemment que ça devait être incroyable. Et si j'enlève ma casquette de journaliste politique, alors évidemment, par exemple, la reine d'Angleterre qui ne fait jamais d'interview, mais pourquoi pas, peut-être qu'elle aurait accepté. Et dans un registre totalement différent, j'aurais bien voulu interviewer Claude François. Ça n'a rien à voir, mais j'ai toujours été un peu fan. Je voulais être Claudette quand j'étais petite, parce que j'avais pas totalement compris que c'était trop tard. Et donc Claude François reste une personne qui m'a toujours un petit peu fascinée. Que pensez-vous de la suppression de C8 par l'Arcom ? Il y a plein de programmes moi que j'aime pas, ou plein de chaînes que je regarde jamais. Et soit je les regarde pas, et en tout cas je demande pas leur fermeture. Je suis toujours étonnée de cette tendance qu'on a aujourd'hui et qui pour moi est une pente extrêmement glissante et extrêmement dangereuse, de se dire que quand on n'aime pas un programme, ou quand on n'aime pas une chaîne, ou quand on n'aime pas un animateur, on demande à le fermer et qu'en plus cette décision puisse être entendue. Je pense qu'en tant que citoyen, il y a plein de gens qui sont agacés par des tonnes de programmes et qui restent là, et tant mieux, la liberté d'expression elle doit compter. Vous êtes chauvine de l'Ain selon votre bio Twitter, qu'est-ce qui vous manque le plus de votre région quand vous êtes à Paris ? Alors oui, je suis chauvine de l'Ain, déjà parce que l'Ain est le plus beau département de France et tout le monde doit le savoir. Moi, je suis restée dans mon petit village de Neuville-sur-Ain jusqu'à mes 18 ans. Je suis montée à Paris faire mes études. Ce qui me manque d'abord, évidemment, ce sont les gens, parce que j'ai tous mes amis d'enfance qui sont là-bas, ou en tout cas qui ne sont pas très loin. Toute ma famille qui est là-bas, donc que je vois pas quand je suis à Paris. Ce qui me manque aussi, c'est évidemment les paysages, la nature, le grand air. Moi, quand je suis dans mon jardin, il y a juste des moutons qui sont mes voisins qui me dérangent, mais c'est tout le bruit que j'entends. Et ce qui me manque aussi, c'est une mentalité, c'est-à-dire que dans un petit village, tout le monde se connaît, tout le monde se parle, tout le monde s'entraide. C'est un peu une famille au sens très large, c'est-à-dire que vous connaissez tous ceux avec qui vous avez été à l'école, vous connaissez donc leurs parents, leurs frères, leurs sœurs. Et c'est vrai, quand je suis arrivée à Paris, la première année, j'ai très mal vécu, parce que moi, je disais bonjour partout où j'allais, dans tous les commerces, dès que je croisais quelqu'un, je disais bonjour. Bon, j'ai bien compris que ça ne se faisait pas à Paris. Si vous deviez animer une émission hors politique, ce serait quoi ? Ce serait une émission, pas people, mais vraiment centrée famille royale. Genre 1 heure par semaine, je ferais le tour de toutes les monarchies européennes. Alors, c'est peut-être ambitieux d'ailleurs de faire un format en une semaine, mais je ferais le tour de toutes les monarchies européennes et je ferais mon petit journal du gossip des monarchies. Ou peut-être, c'est ce que je regardais quand j'étais plus petite, les grandes émissions de shows, de chansons qu'il y avait dans les années 2000 où il y avait énormément de budget sur les chaînes comme TF1 notamment, où c'était impressionnant, il y avait de l'eau, il y avait des flammes, il y avait tout ça. Ça, c'est les émissions que je regardais quand j'étais petite. Je suis pas sûre que je serais très douée pour ça, mais rien que pour voir ce que ça fait, j'aimerais bien tester au moins une fois. Et alors la dernière question, qui est ton collègue préféré au service politique de CNews ? Et effectivement, Thomas Bonnet est un collègue, est très bon camarade. On s'est beaucoup entraidés, je pense que tous les deux on a un peu la même mentalité de se dire qu'on est là pour bosser, qu'on a envie de faire les choses bien. Et ça, c'est vraiment mon allié à la rédac, et on s'est souvent échangé par exemple des déplacements quand il y en a un qui ne pouvait pas. Mais voilà, on a la chance d'avoir un service très sympa, où chacun a son caractère, chacun a un peu ses petites préférences, mais qui s'organise bien, et où pour le coup, pour avoir vécu dans d'autres services politiques, on a quand même l'avantage d'être dans un service où on arrive à se compléter tous sans se marcher sur les pieds, sans se jalouser, je pense. Et ça, c'est assez précieux. Oui, ça, c'est pas mal, parce qu'en fait, comme il y a une petite mauvaise version qui a diffusé, ça peut être l'occasion de faire le... Si vous me permettez de faire le point. Parlons de Emmanuel Macron, qui pour la première fois a réagi à la fermeture de C8. C'est grâce à vous qu'on a une réaction du président de la République, Élodie Huchard. C'était hier, vous avez tendu le micro, vous avez réussi à interpeller le président. Non, ça n'est pas vrai. C'est pas une décision politique du tout. Et d'ailleurs, c'est rassurant. Et la loi a été conçue pour que ça ne soit pas une décision politique. C'est pas à l'arbitraire, ni d'un ministre, ni du président, d'ouvrir ou de fermer une chaîne. Oui, effectivement, au moment du salon de l'agriculture, il y a eu une séquence un peu musclée qui a été racontée, mais qui a été racontée de manière un peu déformée, en fait, à l'antenne, parce qu'on a pu comprendre que les services de l'Élysée m'avaient
disputé parce que je posais une question sur C8. En réalité, ça n'était pas du tout ça. Quand on suit le président de la République au salon de l'agriculture, tout est très calibré. Il y a ce qu'on appelle un pool. Donc un pool, c'est une caméra, un preneur de son et des journalistes qui sont au contact du président et on change au fur et à mesure. Et normalement, quand on n'est pas de pool, on n'est pas censé poser de questions au président, sauf qu'on est tous un peu des bons élèves parfois et des élèves un tout petit peu plus dissipés à d'autres moments. Et évidemment que j'ai voulu poser à plusieurs reprises une question à Emmanuel Macron au moment où je n'étais pas censée la poser. Donc l'Élysée m'a rappelé gentiment qu'il serait bon que je suive les consignes. C'était un moment qui était loin d'être traumatisant. Et surtout, il ne faut pas confondre le fait que je me sois fait gentiment remonter les bretelles d'avoir posé une question au mauvais moment. Ça n'avait rien à voir avec le sens de ma question. J'ai pu poser ma question sur C8. Le chef de l'État d'ailleurs s'est arrêté, il a répondu et il n'y a eu aucun problème du côté de l'Élysée pour que je pose cette question. C'est bien de le clarifier. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la CNewserie.